L'enquête de la matinée. Sud Radio, 9h05, merci d'être avec nous. C'est l'heure de notre débat avec aujourd'hui le nationaliste qui gagne du terrain en France dans notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. La tête de liste, Jordan Bardella du Rassemblement National, repasse pour la 3e fois devant Nathalie Loiseau, la candidate de la liste Renaissance pour l'Europe, avec cette question ce matin. Vous attendez-vous à une poussée du nationalisme en Europe? 0826 300 300, on attend vos commentaires bien sûr aussi sur les réseaux sociaux. Hashtag Sud Radio Matin, et on fait un point avec vous, Véronique Jacquier. Oui, vous attendez-vous à une poussée des nationalismes en Europe? Eh bien, c'est le oui qui l'emporte à 84%. Je vous lis des commentaires, parce que ça vote beaucoup. Et il y a pas mal de commentaires. Alexandre nous dit, j'imagine que comme en France, l'Europe a essayé tous les autres partis, et tous ont été apparemment déçus. Donc le dernier choix à ce désespoir, eh bien, c'est l'extrême droite. Et puis Gérard, lui, n'est pas du tout, ne pense pas qu'il y aura une poussée des nationalismes. Et il dit, ce n'est pas une poussée, c'est Sud Radio qui a reçu des pots de vin pour faire peur aux Français en prenant les arguments de la République en marche. Alors justement, pour en parler avec nous, il y a Alain Péréa qui est député de la République en marche de l'Aude. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Évidemment, ce commentaire vous fait sourire. Il y a aussi pas mal d'auditeurs qui nous disent ne parlez pas de nationalisme, parlez de défense des peuples. Voilà, ils sont assez remontés sur la façon dont on utilise le vocabulaire. Non, mais c'est vrai. Voilà, il y a avec nous Andrea Cotarac, qui est conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, ancien insoumis et désormais soutien du Rassemblement National. Paul Morera, journaliste et co-auteur de l'enquête Steve Bannon, le stratège de l'ombre, qui a été diffusée la semaine dernière sur France 2 dans Envoyé spécial. Et puis dans un tout petit instant, nous accueillerons aussi Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti démocrate chrétien. Et on part au standard déjà avec une réaction de Christophe qui nous appelle d'Aix au 0826 300 300. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour mesdames et bonjour au chouchou de Cécile. Hein. Oui. Oui. On vous Vous avez écoute. la chance, hein. Oui. Ouais. Bon. Oui, vous l'avez dit, donc voilà. Alors, est-ce que vous attendez à une poussée véritablement des nationalismes en Europe, hein, d'une façon générale, quoi? Alors, je vais être un petit peu en décalé. Il faut regarder la carte. Oui. En Europe à l'heure actuelle, puisque le Royaume-Uni est dans la Manche, Oui. c'est l'Allemagne qui est au centre de la carte. Oui. Donc, en ce qui concerne en tant que Français, je crois qu'il y a une poussée de francophonisme et non pas de nationalisme. C'est-à-dire. C'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire que la France a deux solutions. Soit elle est supplétive de l'Allemagne. Oui. Bon, et là, on fait l'Empire romain germanique. C'est une option. Oui. Soit la France travaille, par son personnel politique, à promouvoir sa culture. Parce qu'il y a une culture française, c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je suis contre le macronisme, Oui. et de s'ouvrir sur toute la francophonité, c'est-à-dire la Grande Afrique, et l'outre-mer. Oui. Bah oui, alors bon, ça c'est là vous déportez un petit peu le sujet quand même. Reconnais. Oui, oui, parce que non mais c'est vrai. Bon, en même temps vous avez raison de poser en fait cette question aussi sur l'influence en Europe des entre guillemets plus puissants et notamment en fait de la France. Merci Christophe, vous continuez de nous appeler. Paul Morera, quand vous entendez ça, et c'est vrai que il y a beaucoup de réactions en disant mais est-ce qu'on peut parler de nationalisme, de populisme quand on parle en fait d'une certaine volonté des peuples? C'est vrai que la question se pose de plus en plus. Le terme qu'utilise donc le monsieur sur lequel il fait une enquête, de Steve Bannon que vous avez cité tout à l'heure, c'est celui de national-populisme. Oui. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, peut-être un jour plus tard on les appellera les napos, comme on a appelé les autres, les national-socialistes d'une autre manière. Je pense qu'effectivement c'est un courant qui est en train de monter. Bon, mon analyse, mais je suis pas la seule à la tenir, c'est qu'on arrive à une sorte de fin de cycle du capitalisme financier, avec des crises majeures. On va parler de 2008, on vit tous sous l'ombre d'à nouveau une possible crise aussi grave que 2008, on en parle tout le temps, qu'il y a un choc redistributif qui serait la seule chose qui nous permettrait de sortir de cette crise, qui n'a pas lieu, que les gens sont en colère, et que donc l'option nationaliste, national-populiste,
apparaît comme une possibilité. Et d'ailleurs, forte. c'est pas qu'en Europe, puisque c'est dans le monde entier. Au Brésil, au Brésil, vous parliez du on a Brésil évoqué tout à l'heure dans le journal, bien sûr. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. Et du coup, entre extrême gauche et extrême droite, si je puis dire, ça se rejoint, en fait, maintenant. Vous en êtes l'illustration, la synthèse, si je puis dire, Andrea Cottaracci, puisque donc, vous étiez insoumis et vous passez au Rassemblement national, quoi. Je passe pas au Rassemblement national. Effectivement, j'appelle à voter pour la liste la mieux placée ça, parce que pour Jordan Bardella. Vous n'avez pas pris de carte, quand même. Hein. Non, j'ai pas pris de carte, mais mon constat, il est assez simple, finalement. Oui. On parle de populisme, de napo, de nationalisme, de souverainisme. Finalement, ce sont des mots assez pompeux qui veulent tout simplement dire que le peuple souhaite reprendre son destin en main. On est rentré depuis des années dans un système, notamment dans les traités européens, qui font en sorte que la démocratie n'est plus respectée par les peuples. En France, avec le TCE, mais avec le traité de Lisbonne avec l'Irlande. Souvenez-vous du référendum. Oui, bien sûr. Oui ou non. Les Irlandais votent non. On leur a dit non, c'est pas la bonne réponse. Vous allez revoter jusqu'à ce que vous revotiez oui. Donc voilà le modèle de démocratie qu'on nous a laissé. Et puis pardonnez-moi, quand vous allez voir, vous avez vu le reportage La France dans les yeux sur BFM TV, notamment dans une ville comme Revin. Non, j'ai pas vu. Electrolux, c'est parti. Ça, c'est vrai, moi, en tant qu'élu régional, permettez-moi de vous dire que j'ai vu à Alstom, j'ai vu dans la sidérurgie dans la Loire, Electrolux, Florange, Creusot-Loire, on peut voir, pas une seule fois, l'État est venu à l'aide pour défendre l'emploi et pour défendre ses salariés, pour défendre les entreprises. Donc bien évidemment qu'on va avoir demain... Ça, c'est pas la faute de l'Europe. Regardez. Si, c'est la faute de l'Europe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est rentré, on a abandonné dès 1983 un système où l'État était stratège, défendait ses emplois, défendait ses territoires, vers un système de la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire que l'État ne pouvait plus aider une entreprise, ne pouvait plus défendre ses emplois parce que ça fausse la concurrence. Donc bien évidemment que ça a un impact direct avec les directives européennes. Oui. Alain Péréa, vous êtes député de la République En Marche dans l'Aude. L'État peut encore intervenir d'une manière ou d'une autre. On le voit dans Ascoval, en fait, aujourd'hui, où elle apporte des garanties pour qu'il y ait une reprise par l'intermédiaire de Bruno Le Maire. Même si, évidemment, comme le dit Andrea Cottaracci, c'est de plus en plus difficile, quoi. Alors, effectivement, l'État peut intervenir, mais c'est aussi revenir sur... je dirais, l'organisation de notre pays. Nous avons souhaité faire de la décentralisation, nous avons souhaité que ce soit les régions qui aient la compétence économique. Monsieur était conseiller régional. Que ne l'avez-vous fait d'aller défendre les entreprises sur les territoires? Et donc, on est toujours dans cette logique-là qui est, en France, de se retourner vers l'État et de dire l'État ne fait rien. Et donc, on a des élus qui se présentent dans différents territoires, dans des communes, dans des intercommunalités. Et au final, quand ça ne marche pas, alors que c'est leur compétence, ils se retournent vers l'État et ils disent « cela ne marche pas ». Et là, je reviens sur la notion de populisme, parce que le populisme, on peut en parler... Voilà, moi, ce que je tiens à dire, en tout cas dans les propos là qui vont suivre, pour moi, le populisme est quelque chose de dangereux. Alors bien sûr, il y a tout un tas de travaux qui ont été faits et il y a différentes interprétations de ce que peut être le populisme. Pour ma part, et dans ce que je vais exprimer à venir, le populisme est quelque chose de dangereux parce qu'il a pour, je dirais, stratégie de poser des vraies questions, mais de ne jamais apporter les bonnes réponses, ou en tout cas de simplifier la réponse, et de faire croire que mais c'est très facile, quoi. Et là, on vient de le voir, on vient de l'entendre. Les entreprises sont en danger, il y a des difficultés, c'est pas la faute de ceux qui sont compétents, c'est-à-dire les régions, c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'Europe. Donc des vraies questions, parce qu'il y a un vrai problème économique, mais on n'apporte jamais les vraies réponses. Oui. Paul Moreira et Andrea Cottaracci. Moi, je pense que c'est intéressant ce que décrit Andrea, donc qui vient de passer de la France insoumise au Rassemblement national. Alors, parce il n'est pas passé parce qu'il n'a pas pris sa carte. Hein. Il soutient. Peu importe, il a l'air très présent. Un jeune homme du Rassemblement national qui est là en coulisses. Moi, j'aime toujours bien parler de la coulisse. Donc, il est très proche du Rassemblement national. Moi, ce que je trouve extraordinaire, et ça ressemble un peu au discours de Bannon, c'est qu'il parle, là, tout ce que vous avez dit, vous auriez pu le dire avec une étiquette France Insoumise. Exactement la même chose. Parce que la stratégie a changé. Et là où ça change un petit peu, si vous voulez, c'est qu'il y a un moment où on se dit... Le Rassemblement national, parce que c'est la première force, va peut-être pouvoir répondre à ces questions-là. Et moi, ce qui m'a intéressé chez Bannon, qui est un des conseillers du Rassemblement national, c'est qu'en fait, il y a ce constat qui pourrait être porté en gros par un militant d'attaque. Il n'est pas tellement différent, quoi. Et puis, il y a les propositions. Et les propositions, c'est quoi? C'est moins d'État, c'est moins de sécurité sociale, c'est en fait des solutions outrageusement pro-business qu'on commence à voir surgir dans le discours du Rassemblement national, parce que c'est ça l'arnaque du national-populisme aujourd'hui, c'est que c'est un constat qui est à peu près exact et des propositions qui, en fait, ressemblent plus au thatchérisme qu'au
populisme tel qu'on l'imagine. Andrea Cottaracci. Alors, bon, je ne sais pas si Bannon est le conseiller officiel. En tout cas, c'est vrai qu'il a donné des conseils, puisque ça a été filmé, donc ça a été sorti. Je ne sais pas s'il est conseiller. En tout cas, toutes les expériences populistes aujourd'hui sur la planète, comme au Brésil, repose sur ce truc-là, c'est-à-dire un discours populiste, et dans les faits, on supprime les crédits pour l'université, on réduit les libertés syndicales, donc en réalité, c'est vraiment il y a une... Andrea, deux choses. La première, je vous remercie pour la caricature. Un jour, on est agent des États-Unis avec Steve Bannon. Moi, j'ai déjà été accusé d'être un agent russe. Ça suffit, on n'est ni pro-russe ni pro-américain, on est simplement français. Pour le reste, encore une fois, caricature, quand M. de Rugy, grand démocrate qui a changé 10 000 fois de parti, accueille un néo-nazi ukrainien. Et Dieu sait si vous avez fait un beau travail sur l'Ukraine, ça ne choque personne. Comment se fait-il qu'un grand démocrate accueille un néo-nazi à l'Assemblée nationale et que ça ne choque personne? Donc permettez-moi de vous dire que les solutions d'Emmanuel Macron, parlons-en, vous me dites que j'ai pas de solution, parlons des solutions d'Emmanuel Macron. Il se dit écologiste. Il a remplacé les trains par des bus. Beau retour dans les années 60. Il dit qu'il va sauver l'entreprise. En fait, il l'a vendu aux Britanniques. Il dit que Alstom... à propos d'Ascoval. Ascoval, bien évidemment. Sur Alstom, on nous dit qu'il veut faire la transition écologique. Mais sans souverainisme, comment vous faites? Quand François Hollande vend les turbines hydrauliques d'Alstom aux Américains, comment est-ce qu'on fait des hydroliennes? Comment est-ce qu'on fait, monsieur le député, quand on veut faire du ferroutage, c'est-à-dire mettre des camions sur des trains, quand monsieur Macron et l'Union européenne ont totalement achevé la libéralisation du ferroviaire? Comment vous faites sans souverainisme quand vous voulez faire la transition écologique, quand M. Macron et la Commission européenne privatisent les barrages hydrauliques? Pardon, mais le souverainisme, c'est la condition première avant le combat social et le combat écologique. Voilà ce que je dis. Il faut reprendre le contrôle, quoi. Bien évidemment qu'il faut. Bon, vous allez répondre dans un instant, Alain Péréa, donc vous allez avoir la parole, et vous également, parce que vous êtes nombreux à nous appeler 0826 300 300, et on continue le débat, évidemment, avec l'ensemble de nos invités et les commentaires que guette Véronique Jacquier sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, il est 9h17, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h21, merci d'être avec nous. C'est la suite de notre débat ce matin. Et on vous pose cette question, vous attendez-vous à une poussée des nationalismes en Europe? Oui ou non, Véronique Jacquier? Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. C'est toujours le oui qui l'emporte à 84%, avec des auditeurs à qui ça ne fait pas peur du tout. À l'image de Jeff qui dit oui, bien sûr, nationalisme, c'est aimer son pays. La mondialisation, elle nous fait peur et fait des ravages. Rappelons que ce matin, Marine Le Pen s'exprime dans Le Figaro en disant nous sommes à la veille d'un exploit historique et elle espère arriver à faire avec Matteo Salvini son super groupe au Parlement européen. Bon, enfin, c'est pas gagné parce que les nationalistes européens sont très divisés. C'est divisé. Et pour l'instant, il y a 4 groupes. Oui, on va en reparler dans un instant avec Paul Moreira, Andrea Cottaracci et Alain Péréa, député de La République En Marche dans l'Aude de Narbonne. Et on a une auditrice en ligne, Henriette, qui nous appelle de Pau. Bonjour Henriette. Bonjour Sud Radio, je téléphone de Pau. Voilà, j'ai 73 ans, autant vous dire que bon, j'ai connu beaucoup de présidents de la République, enfin beaucoup, quelques-uns de gauche et de droite. Et je voulais vous dire que oui, le nationalisme monte beaucoup en Europe. Mais à qui la faute? La question est à se poser, à qui la faute? Il y a beaucoup de répression physique actuellement sur les ouvriers, par exemple les gilets jaunes, mais il y a aussi une puissance, une pression psychologique sur les Français, avec des affaires de pognon, comme les Balkany, qui ne seront jamais punis. Moi, je ne suis pas contre les riches. Je suis pour la hiérarchie, je suis pour les gens qui s'enrichissent honnêtement, je réfléchis à la politique. J'ai toujours été de gauche, je ne m'en cache pas. J'étais fonctionnaire, là aussi, qu'est-ce qu'on est critiqué. Alors là, pardon Blaise, excusez-moi l'expression, mais je peux vous dire qu'une telle souffrance psychologique que vivent actuellement les Français, de voir tous ces magouilleurs, ces patrons pourris, ces Balkany qui s'enrichissent et encore qui la ramènent au tribunal. Il dit qu'il était riche avant, qu'il était plus riche avant et qu'il devient pauvre. Tant mieux, je suis bien contente. Moi, c'est le contraire. C'est le contraire de moi. Moi, je suis né pauvre monsieur d'une famille de 8 enfants et nous nous en sommes tous sortis grâce à notre travail et à nos études et avec des parents formidables. Non mais Henriette, votre témoignage est très bon et effectivement, sans doute, explique un petit peu cette
cette montée qui semble inéluctable du nationalisme. Alors, le NAPO, comme on disait tout à l'heure avec Paul Morera, Alain Péréa. Moi, je crois que c'est quand même sûrement beaucoup plus complexe que cela. Et oui, on vient de l'entendre. Oui. Madame dit et cite Balkany. Bon, oui, parce qu'il y a aussi toutes ces affaires, bien sûr, qui ont salé. Madame Le Pen et toute son équipe ne sont pas aussi actuellement poursuivis pour un certain nombre d'affaires. Et a fortiori, des affaires qui se sont passées au Parlement européen lorsqu'ils étaient députés. Il y a aussi le MoDem, il y a aussi... Bien sûr, c'est transversal l'affaire du Parlement européen. Ce que je veux dire par là, c'est que cette auditrice qui en plus, qui a progressé par son travail, et j'en suis très heureux, elle ne parle que d'un côté et elle ne parle pas de l'autre. Et donc on est véritablement, et moi ça m'arrive souvent, les gens me disent, nous on va voter Rassemblement National, tout simplement parce que les élus, vous êtes tous pourris, et donc on va voter Rassemblement National. Mais ils sont pas encore condamnés, et donc moi je respecte la justice, mais à ce moment-là, il faut qu'ils aient un raisonnement beaucoup plus large. Et ensuite, moi je crois que pour me déplacer de temps en temps un petit peu partout en Europe, je crois que ce discours anti-élu n'est pas forcément répandu partout en Europe, et que cette montée, puisque là on est sur la question européenne, cette montée du nationalisme, elle est peut-être aussi un petit peu beaucoup plus complexe. Oui, moi j'entends pas un discours anti-élu chez la dame. J'entends un discours anti-injustice fiscale, sociale et économique. Elle tombe sur le dos de Balkany, pas parce que c'est un élu, elle le dit, il y a les patrons voyous, les gens qui partent à la cloche de bois, qui laissent des centaines de personnes. Enfin, on l'a fait, on l'a raconté, nous en tant que journalistes, les plans sociaux à l'arrache, avec des types qui avaient pris des subventions et qui s'évaporaient, ça existe. Et on est dans un moment historique où les gens s'en aperçoivent. Et je veux dire, il y a eu un autre moment qu'on a vécu comme ça dans l'histoire, c'était les années 30, où il y avait un désarroi économique terrible. Et en fait, il y a eu deux choix. Il y a eu un choix extrême, radical, où il y avait le choix qui a été le choix de Roosevelt, qui a été un choc redistributif, qui était le New Deal. Et malheureusement, je ne vois pas le président Macron se diriger vers ça. C'est-à-dire avec la suppression de l'ISF, avec le CICE, avec l'impossibilité d'aller chercher les milliards, les dizaines de milliards de l'évasion fiscale. On sait où ils se trouvent, au Luxembourg, avec des montages faits par des avocats un peu byzantins. Et je ne vois rien allant vers ça. Donc je pense que c'est ça qui creuse en fait le trou du nationalisme. Avant Andrea Cotterach, Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, qui nous a rejoint. Sur cette montée, vous, quel est votre sentiment? C'est un peu les explications, ce que disait Henriette tout à l'heure tout est juste. Et d'un autre côté, il manque, je pense, quelque chose. La protestation populaire se nourrit tout le temps. Des scandales, de l'impuissance des élus, des injustices, de l'instabilité sociale, tout ça c'est classique, et la référence que vient de faire M. Morera aux années 30, on peut ajouter l'affaire Stavisky comme une espèce de point d'orgue, est pertinente. Mais il y a une différence entre la situation d'alors et puis celle d'aujourd'hui. Il y a chez les peuples européens, d'une certaine manière, ceux qui ont pratiquement renoncé, ou en tout cas ne considèrent pas comme une priorité de défendre ce qu'ils sont, et puis ceux qui veulent continuer à le faire. Il y a chez beaucoup de peuples européens, dans les pays d'Europe centrale comme d'ailleurs dans les pays d'Europe de l'Ouest, des gens qui disent nous ne voulons pas que ce que nous sommes soit dissous, soit dans l'économie de marché, soit dans la suprématie d'une culture qui viendrait d'ailleurs, et je pense à l'islam pour ne pas le nommer. Donc cette double protestation, elle produit chez les peuples, quand on y va, j'étais en Hongrie en décembre, je pars en Pologne pour un court voyage, un court déplacement à la fin de la semaine, cette protestation contre d'abord le monde tel qu'il va, que je viens de décrire. Alors c'est plus complexe que ça. Et puis ça se répercute très naturellement sur la critique des institutions européennes, dont ils pensent qu'elles portent, elles, un projet politique qui vise à cette dissolution. Et donc qui, un jour ou l'autre, va mettre leur existence même en danger. C'est comme ça qu'ils le ressentent. Alors on peut considérer que ça prend des formes d'expression électorale qui sont un peu étrangères à nos traditions à nous, ou un peu plus virulentes, ou un peu plus fermes, ou un peu plus vives, ou un peu... Je peux comprendre qu'on ait ce genre de réserve. Mais l'intention, il n'y a pas de méchanceté derrière ça, il y a d'abord une crainte. Il n'y a pas de haine, il y a une peur pour soi. Et c'est un bon réflexe d'ailleurs, la peur est bonne conseillère de temps en temps.
quand elle devient pas de la folie ou de la hargne. Et je pense que ça, on peut pas l'ignorer, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, et on peut pas faire comme si c'était illégitime en principe. Et je pense qu'il y a cette incompréhension-là. Je parle on pourrait dire la même chose du Brésil, et dans une large mesure des États-Unis de la même façon. Donc il y a un regard, je crois, qu'il faut changer sur l'évolution de ces mouvements. Explique effectivement cette peur, cette montée, cette angoisse. On va en parler dans un instant, juste après une nouvelle petite pause rapide, et puis tous nos invités jusqu'à 10h moins le quart sur Sud Radio. Et puis on accueillera Richard à l'antenne au 0826 300 300, et vous aussi, si vous voulez participer, appelez-nous. On est ensemble jusqu'à 10h. C'est le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est la troisième partie de notre enquête ce matin. Il est 9h32, merci d'être avec nous. Vous nous appelez 0826 300 300 pour répondre à cette question et donner votre avis surtout. Vous attendez-vous à une poussée des nationalismes en Europe, oui ou non? On fait un petit point avec vous, Véronique Jacquier. Et c'est toujours le oui qui l'emporte. Un oui à 84% pour dire que nos auditeurs s'attendent à une poussée des nationalismes en Europe. Ça leur fait pas peur. Ludorian nous dit, pour certains, le nationalisme, c'est la défense de ses intérêts. C'est une horreur chez soi, mais c'est bon chez les autres. Alors rappelons qu'il y a évidemment pour Marine Le Pen la volonté de créer un super groupe au Parlement européen avec Matteo Salvini qui en une du point aujourd'hui, le nouvel homme fort de l'Europe. Le Pen, Orban, Bannon, l'incroyable international nationaliste. Est-ce que vous avez ce sentiment, Paul Moreira, vous qui êtes journaliste et qui avez écrit un documentaire sur Steve Bannon, le stratège de l'ombre, qui a été diffusé la semaine dernière sur France 2, est-ce que vous avez l'impression que c'est possible qu'une internationale nationaliste se mette en place? Parce qu'au sein de l'Europe, les nationalistes sont divisés, à part sur la question de l'immigration. De toute façon, c'est vrai qu'il y a des contacts. Notamment, c'est le projet de Bannon de créer une internationale nationaliste et d'aider avec ces méthodes qui sont en gros la manipulation des réseaux sociaux, le micro-ciblage des populations pour une propagande très moderne et en même temps très déstabilisatrice parce qu'elle appuie sur tous les points fragiles. Et je voudrais profiter pour revenir sur le point sur les migrants qu'avait évoqué Monsieur Poisson. Oui, Jean-François Poisson. Moi, par exemple, une des manips que j'ai enquêtées dans ce fameux sujet sur Bannon, c'est la manip du pacte de Marrakech. On nous a vendu, je ne sais pas si vous vous souvenez, en décembre, que la France signait un pacte et que 480 millions, il y avait un chiffre qui circulait, que 480 millions de migrants allaient arriver. Vous imaginez, il y a autant de migrants qu'il y a de population en Europe. Le truc est totalement bidon, c'est juste un engagement de bonne conduite qu'on ne respecte pas. On pourrait passer la journée... Il y a quand même un engagement de bonne conduite. Oui, mais un engagement de bonne conduite, c'est juste parce que ça s'adresse aux pays qui mettent les migrants dans des camps de concentration. Je pense à l'Australie notamment, où les gens se suicident. Donc effectivement, on peut demander aux gens de les traiter avec humanité, mais ça n'engageait pas à ouvrir les frontières du tout. Or, c'est ça qui a été répandu. Et moi, je me souviens avoir été chez les Gilets jaunes, puisque j'enquêtais là-dessus, et je posais les questions à des gens. Je me rappelle d'une petite dame de Forbach. Elle était super émouvante, parce qu'elle disait, mais non, mais il faut pas qu'ils viennent, parce que moi, déjà, j'ai pas de boulot, je fais une heure de ménage de temps en temps, et alors, s'ils viennent, qu'est-ce qui se passe? Je retourne dans mon pays. Le truc comique, c'est ça, c'est qu'elle était elle-même descendante d'immigrés. Parce que c'est la réalité dans ce pays. 30% des gens sont descendants d'immigrés. Donc on est dans un truc où ce bouton-là, c'est un bouton de fragilité sur lequel les nationalistes appuient sans cesse. Et d'ailleurs, moi, je voulais demander à monsieur Andrea si... Cotarac, pardon, s'il n'a pas un problème avec ça, avec le fait qu'il passe d'une réalité qui était quand même un parti qui défendait l'antiracisme à un parti qui est un peu louche sur ces questions-là. Écoutez, je suis plutôt serein, moi, sur la question, dans la mesure où mes deux grands-parents, puisque je suis originaire de Serbie, ont versé suffisamment de sang contre les nazis pour libérer justement les peuples yougoslaves de l'occupation nazie. Et permettez-moi de vous dire qu'ils l'ont fait pour reprendre le pouvoir et pour reprendre la souveraineté de leur peuple. Ils ne l'ont pas fait pour l'écriture inclusive, ils ne l'ont pas fait pour le Parti des indigènes de la République. Donc là-dessus, je n'ai aucune leçon d'antifascisme à recevoir de quiconque, puisque je suis très fier du passé de mes grands-parents. Pour le reste, moi je pense plutôt, on utilise encore des termes, nationalisme, etc. Non, c'est le peuple souhaite retrouver son pouvoir. Moi, je suis mais ça veut dire qu'il n'y a qu'un populisme de droite et pas de gauche? Moi, je vais vous dire une chose. Quand on parle de démocratie tout à l'heure, monsieur le député en a parlé sur la réforme territoriale, etc. Moi, je suis allé voir les Gilets jaunes en tant qu'élu et je me suis dit, mais pourquoi, bon sang, ils se sentent si éloignés des élus? Et j'ai regardé les réformes territoriales. On a fusionné les communes, on n'a pas arrêté. En métropole de Lyon, la métropole a asséché tous les territoires qu'il y avait autour, a pris toutes les compétences. On a fusionné les régions. Aujourd'hui, dans ma région, entre le Cantal et la Haute-Savoie, il faut 8 heures de route. Comment voulez-vous que ces gens se sentent proches des centres de décision? Et c'est pas pour rien que les Gilets jaunes, ils vont devant les grilles de l'Élysée parce qu'ils savent que le pouvoir, il est là. Et quand on parle, j'ai entendu des années 30, le passé, etc., moi, je vois pas ça sous cet angle. Moi, j'ai vu sur les ronds-points plein de mini
conseils nationaux de la résistance. Plein de gens qui n'étaient pas forcément d'accord sur tout, mais qui s'accordaient sur des points fondamentaux, la justice sociale, la justice fiscale et surtout un nouveau souffle démocratique, parce que nationalisme, souverainisme, etc., ce sont des mots, c'est la décision politique et un souffle démocratique qu'on veut en Europe. Oui, Jean-Frédéric Poisson et ensuite Alain Pereira. C'est ce qui me fait réagir, c'est la référence de M. Moreira au pacte de Marrakech il y a quelques minutes. Parce que alors, je ne vais pas lui faire le coup, c'est pas match de tennis, c'est un échange. Mais dans la présentation que vous faites des choses, vous omettez que dans les premiers articles de ce pacte, il est affirmé que le modèle d'humanité souhaitable, c'est l'homme qui émigre, en définitive. Les premiers articles sont malgré tout de cette consistance. Et même s'il n'y a pas d'obligation faite aux États, que vous l'avez justement dit, le modèle de société qui est porté par ce pacte est malgré tout celui d'une émigration massive et quasi systématique. C'est le modèle du déracinement, à la fin du compte. Et je crois que là aussi, c'est un prisme par lequel il faut regarder cette montée des mouvements populistes, nationalistes, patriotes, populaires simplement. Oui, bien sûr. Faut faire attention au choix des mots, parce qu'évidemment, dans la sémantique, comme le disait André à l'instant. C'est vrai. C'est ça. Mais je crois qu'il y a ça. Et cette thématique du déracinement ou de l'enracinement est aussi une clé de lecture grâce à laquelle il faut regarder ces différents phénomènes. Et j'ajoute que le corollaire du déracinement, c'est d'une certaine manière la priorité accordée à son propre peuple. Ce qui me marque beaucoup, c'est le discours commun de tous ceux qui arrivent au pouvoir ces temps-ci, que ce soit en Europe ou sur le continent américain, nord ou sud. Ils disent, ces chefs d'État ou ces chefs de gouvernement, je vais d'abord m'occuper de vous. Et puis le reste, on verra après. Mais ma priorité, c'est vous. Et je pense que c'est un discours là aussi qui est assez différent de ce qu'on entend de la part des responsables politiques occidentaux, à mon grand désespoir d'ailleurs. Alain Pereira. Peut-être dire que les prochaines grandes migrations, on le sait aujourd'hui, elles vont être liées au changement climatique. Et là, je voudrais revenir sur ce qui est dit aussi. Le diagnostic, on peut le partager sur certains points. Mais quelles sont les réponses qui sont apportées, notamment par ces partis nationalistes? Aucune. Vous me parlez tout à l'heure, moi je suis vice-président de la commission de développement durable à l'Assemblée nationale. Les auditeurs peuvent le vérifier. Il n'y a pas de représentant du Rassemblement national dans cette commission. Jamais. Ils ne participent jamais à nos travaux. Ce n'est pas un sujet qui les intéresse. Et donc, ils font croire aux gens... Alors, des charges, ils sont 7 et il y a 8 commissions permanentes. Ils vont faire croire aux gens... Non, mais ils ne siègent pas non plus dans beaucoup d'autres. Mais ils font croire aux gens qu'ils vont fermer les frontières. Ils font croire aux gens qu'ils vont les protéger. Mais que vont-ils réellement faire? Et donc, quand on parle de puissance verte, quand nous, on veut mettre vraiment le premier pilier de notre projet européen, c'est de faire de l'Europe une puissance verte, avec les enjeux de protection et les enjeux autour du développement que nous pouvons porter qu'au niveau européen. En face, nous avons quoi? Que des gens qui vous disent « Vous inquiétez pas, on va régler tous les problèmes ». Mais on sait qu'au final, ils ne les règlent pas. Et on le voit, quand ils ont siégé, ils n'ont rien réglé, ils n'ont rien proposé. Et quand ils siègent à l'Assemblée nationale, je le vois et je le vis au quotidien, ils ne proposent rien et ils ne règlent rien. Et donc... Moi, je veux bien que les gens, et sur le diagnostic, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, donc on peut les partager à quelques lignes près. Mais concrètement, quand on va mettre le bulletin dans une urne, il faut que l'on regarde vers où on va. Andrea, donc qu'est-ce que vous répondez? C'est-à-dire que vous contestez, mais vous ne proposez rien, quoi. Schématiquement. Bien sûr. Transition écologique, j'en ai déjà parlé. Monsieur Macron, en remplaçant par exemple des trains par des cars, a suffisamment montré l'esprit écologique qu'il avait. Pour le reste... Effectivement, au niveau des flux migratoires, il faut regarder les causes. On a des guerres. La droite était pour la destruction de la Libye, qui a eu pour résultat la recrudescence de groupes islamistes. Même l'esclavagisme sur les hommes noirs, personne n'en parle. C'était combattre le terrorisme. Oui, bien sûr. Justement, il a été multiplié. Donc, bravo. Il y a toujours des risques aussi. Monsieur Glucksmann, l'esclavagisme est antérieur à la destruction de la Libye, malheureusement. Monsieur Glucksmann nous dit qu'il faut accueillir tous les réfugiés, etc. Mais c'est un pompier pyromane. Il était pour la guerre en Irak, vraisemblablement, avec pour résultat 1 million de morts. Donc, ces gens-là ne savent pas qu'en prenant des positions, ils multiplient justement les flux migratoires. J'ajoute quand même que les traités de libre-échange ont fait en sorte que les économies africaines justement ont été détruites, puisque ces économies-là, ces agricultures-là ne peuvent pas concurrencer une agriculture subventionnée par l'Europe. Quand un poulet à Dakar coûte plus cher qu'un poulet qui est importé de l'Union européenne, pardonnez-moi. Il y en a qui en profitent. Avec, exemple, c'est toujours les mêmes. Le Brésil, etc. On subventionne quand même l'Union africaine. Donc, Monsieur le député nous parle justement de ce qui a été fait au niveau européen, mais moi je suis pour l'abrogation de la directive des travailleurs détachés. On a aujourd'hui 500 000 travailleurs détachés en France. Alors on nous dit qu'il y a des Français qui sont aussi 75 000. 500 000 en France, 75 000. Vous avez au Portugal. Vous irez le expliquer. Oui. Vous avez au Portugal des
des jeunes gens qui ne trouvent même plus de travail dans leur pays, qui sont obligés d'aller au Brésil notamment et en Angola, dans leurs anciennes colonies. Si c'est ça, monsieur le député, votre modèle de l'Europe, votre modèle social, vous êtes en train de créer le Rassemblement Insoumis. Le modèle, que vous avez le modèle économique et social en permanence entre FI et RN. C'est ça. Vous venez de créer le Rassemblement Insoumis, quoi. Voilà, vous êtes en train de réunir tous les insoumis et tous les révoltés. Et alors, dans votre discours, c'est ça les gilets jaunes. Vous savez, moi souvent, je le vois à l'Assemblée nationale. Je me dis, si nous étions dans une arène au lieu d'être dans un hémicycle, eh bien, en fait, ils seraient côte à côte, quoi. Les deux extrêmes seraient côte à côte. Moi, je suis pas d'accord du tout avec cette analyse. Non, mais là, sur le discours que l'on entend, moi, je suis un peu dans l'axe, dans l'hémicycle, et en fait, c'est exactement ça. C'est sous la révolution, du FI, j'entends du RN. Sous la révolution, pardonnez-moi. On peut pas comparer des courants qui ont des traditions, des histoires totalement opposées. Je veux pas, monsieur, vous avez l'air bien sympathique, mais le Front National a été créé par des collabos, des gens qui étaient dans une légion SS. Voilà, donc il y a un moment donné. Aussi, oui, mais enfin, il y a quand même. Moi, personnellement, je ne partagerai pas un bureau national avec un type qui a fait la guerre du côté des SS. Et avec des résistants. Ça m'est difficile. Vous êtes à côté d'un petit-fils de résistant. Non, mais désolé, j'étais en Serbie. Les Serbes, ils veulent rentrer dans l'Europe. Ils veulent pas rentrer dans. C'est pas vrai. Ah, mais j'y étais il y a pas longtemps. C'est vrai, moi aussi. J'étais à Belgrade et je peux vous dire que les Serbes, y compris les chauffeurs de taxi, ils vous montrent les choses qui ont été financées par l'Union européenne et ils ont envie de rentrer. Ils ont envie de rentrer dans une Europe, mais pas dans l'Europe que vous leur proposez. Merci. On va conclure peut-être. Juste avec Richard qui nous attend depuis 20 minutes. Mille excuses, Richard. Pardon. Concluez. Vous avez le mot de conclusion. Oui. On vous écoute. Oui. Moi, je voudrais revenir tout simplement à la première question. Oui. Les nationalismes. Oui. La question est biaisée parce qu'elle porte en elle quelque chose qui est répulsif. National-socialisme, nationalisme replié sur lui-même. Donc le mot lui-même, maintenant, la sémantique, porte en quelque sorte déjà une opinion. Oui, parce qu'il faut mettre parfois des mots, mais c'est ce que disait Andrea tout à l'heure, mais c'est vrai. Ouais. Oui, mais poursuivez, Richard. Cécile de Minibus l'a reconnu elle-même. Oui. Elle a dit tout à l'heure, ça leur fait pas peur. Ouais. Donc c'est que dans le fond d'elle-même, elle admet que le mot est négatif. Ouais. Moi, je vous propose. Non, je ne crois pas l'avoir dit ça. Je pense que c'est Véronique. C'est moi qui l'ai dit, mais ça ne voulait pas dire que c'était négatif. Pour une fois que je la ramène pas. Effectivement, 80% des témoignages sur le compte Twitter de Sud Radio disent non. D'abord, et effectivement, ils jouent sur la sémantique. Nationalisme, on préfère que vous utilisiez le mot défense des peuples. Et on a presque hâte qu'il y ait cette défense des peuples avec un groupe au Parlement européen. C'est ça que je voulais dire. Je n'induis absolument pas une connotation négative en employant le mot ou l'expression, ça ne leur fait pas peur. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître effectivement que le mot est fort. Donc, en tout cas, merci. Merci Richard de nous avoir appelés. Merci d'avoir fait cette remarque. Oui, André. Non, simplement, effectivement, les médias utilisent des mots aussi. Or, 2/3 des Français aujourd'hui ne croient plus dans l'indépendance des médias. Donc, effectivement, tous ces mots, ils n'y croient plus. Et effectivement, j'ai fait le choix de défendre les intérêts du peuple face à l'oligarchie plutôt que de défendre les intérêts de la gauche. Quand ils vous invitent, vous venez quand même. Effectivement. Et je vous remercie d'ailleurs. Sur Sud Radio, parlons vrai. Et la parole est donnée à tout le monde. Absolument. On essaie effectivement de donner la parole à tout le monde. Le pluralisme, c'est pas toujours évident. Allez, on va poursuivre. On termine à combien? 80. On termine à 83%. On peut dire que oui, ils s'attendent, nos auditeurs, à une poussée nationaliste en Europe, avec plusieurs auditeurs là qui sautent au plafond à cause des propos de Paul Morera. On va refaire le débat. C'est une honte de dire que le Front National fut créé par des collabos. Voilà. Donc Paul Morera, on va le réinviter. Qui vérifie leurs infos. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, ça continue le débat sur les réseaux sociaux. Steve Bannon, le stratège de l'ombre aussi. Et puis le débat continue sur les réseaux sociaux. Vous pouvez y aller. Merci d'avoir été avec nous.